Dans le cadre de nos cours, centrés sur le littoral, nous devons organiser une table ronde en groupe sur un sujet de notre choix en lien avec le littoral. Ainsi, notre table ronde est la troisième de ce qu'on a pu intituler « La vague d'échange sur le littoral ». Nous avons choisi la thématique du rôle des solutions fondées sur la nature dans l'adaptation des littoraux au changement climatique. Elle est financée par l'association Patel, qui est l'association du master, que nous remercions. Nous souhaitons également vous remercier pour votre présence, mais également nos 4 intervenants et l'ensemble des personnes qui ont été contactées et qui nous ont aidés dans le cadre de notre exercice. Parmi ces personnes, il y a Coralie Pochet, Amalia Arismendi, Laurent Godet, Mounsef Sedratiri, Adrien Privat, Émilie Boucnard. Nous souhaitons enfin remercier l'UBO pour son accueil et nos enseignants, Sébastien Hervé qui nous a aidés pour le graphisme, et nos encadrants, Ingrid Pesiat et Axel Créache. Cette table ronde va se dérouler en 3 parties. En effet, il y a une première partie qui vise à définir et présenter le sujet. Dans une seconde partie, il y aura un échange entre nos intervenants. Et enfin, vous pourrez poser vos questions directement à nos intervenants. Il s'ensuivra d'un pot d'échange, enfin un pot de fin qui sera situé dans le couloir. Je laisse la parole à Frédéric. Donc, bonjour à tous. Alors, on va parler de solutions fondées sur la nature, donc SFN. Donc, c'est un concept qui est apparu pour la première fois en 2009 lors de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, à cette occasion, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, a proposé les forêts comme solution d'atténuation aux effets du changement climatique. Puis le concept est réapparu en 2015 à l'occasion de la COP21 lors d'un séminaire intitulé « Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques ». Mais ce n'est qu'un an plus tard, en 2016, que le concept est adopté d'un point de vue international lors du Congrès mondial de la nature et que ce concept a été reconnu pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable et notamment d'un point de vue climatique. Puis en 2018, la France s'accapare du concept et l'inclut dans son plan national d'adaptation au changement climatique et son plan de biodiversité. Alors on parle de solutions fondées sur la nature, mais de quoi s'agit-il concrètement ? Donc ici, nous avons la définition proposée par l'UICN, à savoir les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, de cette définition, il y a 3 idées principales qui ressortent, à savoir que les solutions fondées sur la nature doivent répondre à des défis sociétaux, doivent s'appuyer sur les écosystèmes et doivent apporter des bénéfices pour la biodiversité. Donc, autour de cette idée de solutions fondées sur la nature gravitent différents concepts qui sont présentés ici. Donc, on va juste en définir quelques-uns. Par exemple, la restauration écologique, qui est une action qui initie, favorise ou accompagne le rétablissement d'un écosystème qui est dégradé, voire détruit, en vue d'atteindre un état de référence qui serait écologiquement difficile à atteindre sans intervention humaine. Donc on peut également définir la gestion fondée sur les écosystèmes, qui est une approche de la gestion environnementale sur le long terme, qui met en avant la multitude d'interactions au sein des écosystèmes et à la fois les interactions humaines. Donc l'idée est de maintenir les écosystèmes en bonne santé et de favoriser leur résilience pour pouvoir utiliser les ressources et les services écosystémiques de manière durable. Alors, l'UICN s'est rendu compte que sa définition comportait quand même des zones de flou et a décidé en 2020 d'établir un standard mondial qui est présenté ici. Donc ce standard possède 8 critères qui sont interconnectés et parmi ces 8 critères, nous avons 28 indicateurs. Donc on va passer rapidement en revue les 8 critères. Donc le premier critère, c'est définir les défis sociétaux, puisqu'on a vu que c'était la base de la définition. Ensuite, il y a en deuxième critère la conception d'échelle. Donc c'est-à-dire définir l'ampleur du problème, à savoir d'un point de vue
géographiques, mais également écologiques, économiques, etc. Les critères 3, 4 et 5 représentent des piliers du développement durable, donc l'équité sociale, l'apport de bénéfices à la biodiversité et la viabilité économique. Le 6e critère représente l'équilibre des compromis et des choix à faire dans le cadre des solutions fondées sur la nature pour atteindre les objectifs à long terme et à court terme. Le 7e critère, donc intitulé ici gestion adaptative, donc prend en compte une remise en cause en permanence des solutions fondées sur la nature dans le cadre d'une amélioration continue. Et le dernier critère, donc le 8e, parle d'intégration et de pérennité. Donc ici, c'est la mise en œuvre à long terme et à vaste échelle des solutions fondées sur la nature, en prenant en compte, avec leur prise en compte dans les politiques et dans le cadre réglementaire. Donc ici, on peut se demander, juste rapidement aussi, quels peuvent être éventuellement les avantages des solutions fondées sur la nature. Donc on en a quelques-uns qui sont présentés ici. Donc entre autres, elles permettent de décloisonner la protection de la nature et la gestion des enjeux humains. Elles permettent aussi d'inciter à agir et de favoriser éventuellement la mobilisation de financement. Elles permettent d'apporter un cadre méthodologique et donc de favoriser la durabilité de ces solutions. Et elles permettent également d'impulser une mobilisation pour la conservation de la biodiversité. Donc maintenant, je vais passer la main à Axel qui va vous présenter les projets en cours. Alors, de nombreux projets ont été mis en place et sont en place actuellement dans le monde. C'est également le cas en France. À l'échelle nationale, on peut notamment citer le projet Adapto et le projet Artisan. Ces deux projets sont financés en partie par le programme européen LIFE. Et ces deux projets sont également centrés sur un ensemble de 10 sites pilotes pour expérimenter et développer les SFN. On va tout d'abord commencer par le projet Artisan. Ce projet Artisan, il est géré par l'Office français de la biodiversité depuis 2020 et jusqu'en 2027. Ce projet, il a plusieurs objectifs. Tout d'abord, il vise à soutenir les actions de réduction des impacts des catastrophes naturelles et à soutenir également les actions de restauration des écosystèmes. Il cherche également à accompagner les filières économiques dans leur adaptation face au changement climatique et à favoriser la création et le partage de connaissances pour que les gestionnaires et les porteurs de projets aient les outils nécessaires pour la mise en œuvre des SFN. Et pour finir, le projet Artisan a pour objectif de favoriser la coopération internationale pour le développement des SFN. Donc, comme je le disais précédemment, donc le projet Artisan est composé également de 10 sites pilotes. On peut par exemple donner comme exemple le site qui est basé en Martinique. Il est géré par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et il a pour objectif d'expérimenter des SFN pour faire face aux risques de submersion marine et aux risques qui sont liés aux cyclones. Concernant le projet Adapto, celui-ci a été géré par le Conservatoire du littoral de 2017 à 2022. Celui-ci, contrairement au projet Artisan, est essentiellement concentré sur les SFN littorales. Là encore, celui-ci présente 10 sites d'expérimentation dont les objectifs sont d'améliorer les connaissances concernant les dynamiques littorales, de développer les solutions de gestion douce pour du trait de côte et de sensibiliser les gestionnaires et les acteurs des territoires pour les faire collaborer avec les chercheurs dans la définition des stratégies locales de gestion du trait de côte. Comme exemple concernant les sites d'expérimentation, il y a celui qui est basé donc en Bretagne, en baie de Lancieux. L'une des caractéristiques de ce site est de présenter un certain nombre de digues et de polders. Et ce site fait également face aux problématiques de submersion marine. En continuité avec le projet Adapto, il y a le projet Adapto Plus qui a commencé en 2024. Et à une échelle beaucoup plus locale, on peut notamment citer le projet Living Lab Ponant. Ce projet, il est inscrit dans un réseau de 11 Living Labs
qui font partie en fait du programme PEPR Solubiode, PEPR pour Programme et Équipement Prioritaire de Recherche. Ce projet Living Lab Ponant, il a lieu en Rade de Brest et en mer d'Iroise. Il implique différents acteurs, tout d'abord des laboratoires de recherche du CNRS, de l'UBO et de l'IFREMER. Il implique également le parc naturel régional d'Armorique, le parc naturel marin d'Iroise et des acteurs locaux comme ceux de la région, de la métropole de Brest et du département. Actuellement, les activités auront lieu l'année prochaine. Il est notamment prévu d'étudier les interactions entre la végétation, l'hydrodynamisme et les sédiments en prenant en compte les changements liés les impacts liés au changement climatique. Et il y a également l'étude de l'aspartine en rade de Brest pour apporter des solutions quant à sa gestion. À terme, ce projet vise à proposer une carte interactive pour que les gestionnaires puissent visualiser toutes les études qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet pour les aider dans la mise en œuvre des SFN. Maintenant, je vais passer la main à Améline qui va vous parler des controverses autour des SFN. Donc, en effet, aujourd'hui, le terme SFN commence à de plus en plus être utilisé et il s'agit en effet d'un terme aux acceptions assez larges qui peut être repris par de nombreuses entreprises. Ici, on a l'exemple de Shell et d'Engie et le risque qui peut paraître assez évident en voyant ces images, c'est de virer au greenwashing, ce qui interroge quant à la crédibilité et l'efficacité d'un tel concept. Donc, si le terme bénéficie néanmoins d'une importante adhésion générale, ce qui lui permet de véhiculer ses idées auprès d'un plus large public, il fait également face à de nombreuses critiques, et ce, justement, en raison de ce caractère large. En effet, le terme de SFN peut être abordé selon plusieurs angles, et chacun de ces angles amène des enjeux et des problématiques et des questionnements. Donc, le premier élément que nous pouvons évoquer, c'est le fait que les SFN peuvent être abordés à travers l'aspect environnemental. En effet, dans sa définition, tel qu'il a été présenté, l'UICN précise l'importance de la biodiversité puisque les SFN doivent apporter un effet positif à la biodiversité. Pour autant, pour se développer, cette biodiversité a besoin d'un substrat, elle a besoin de sédiments. Et l'une des questions sur lesquelles on peut se pencher, c'est la place qui est accordée à ces sédiments, la manière dont ils sont pris en compte dans la mise en place des SFN. Les SFN peuvent également être abordés à travers l'aspect technique et économique, à travers la question du coût et de la faisabilité. En effet, on peut se demander qu'est-ce qui est faisable pour un territoire, qu'est-ce qui est concrètement réalisable et adapté pour un territoire. Les SFN peuvent être également abordés à travers l'aspect humain. En effet, l'UICN pointe l'aspect humain dans sa définition puisque les SFN doivent répondre à des enjeux sociétaux. Mais peut alors se poser des questions d'acceptabilité sociale, de réaction des populations sur un territoire, et pas seulement des populations. En effet, il peut également se poser la question de l'avis des élus sur ces questions de SFN, et en sachant que les élus et les populations peuvent avoir des avis sur le sujet qui diffèrent. Se pose alors la question du débat et du compromis pour réussir à voir qu'est-ce qui peut être mis en place sur un territoire malgré ces avis différents. Donc, toujours sur la question humaine, pour certains, le questionnement sur les SFN devient un questionnement presque éthique. En effet, certaines critiques dénoncent une approche anthropocentrée qui instrumentaliserait la nature en lui apposant des logiques qui ne sont pas les siennes, et notamment des logiques financières et utilitaires. Pour terminer ce petit tour, les SFN peuvent également être abordés sous l'aspect de la question scientifique à travers la question de la place qui leur est accordée dans la recherche. En effet, il s'agit d'une thématique encore relativement récente et pour bon nombre de populations, c'est une thématique qui demande encore plutôt une solution qui demande encore des preuves. Bon nombre de populations attendent encore de la science des preuves de l'efficacité des SFN avant de décider de les mettre en place, de les tester sur leur territoire. Donc, quand on regarde tous ces éléments,
et qu'on prend un peu de recul, qu'on dézoome un peu et qu'on regarde pour le coup le contexte des littoraux actuellement, on remarque qu'on observe un accroissement des enjeux du fait du phénomène de littoralisation de la société actuelle, à savoir une concentration des populations et des activités sur les littoraux. Donc les enjeux sur les littoraux augmentent. Et en parallèle de ça, avec les éléments liés au changement climatique, on observe une augmentation également des aléas et des aléas sur les littoraux. Or, quand on a le croisement d'aléas et d'enjeux sur un même territoire, on observe donc un risque. Et sur les littoraux, actuellement, on a donc plus de risques. Face à cela, la question de l'adaptation des littoraux, des sociétés et de leurs équipements pour faire face à ces risques se fait de manière de plus en plus concrète sentir. Cependant, quand on regarde les différents éléments qui sont proposés pour répondre à ces risques, eh bien, dans le débat public, on se rend compte que les SFN ne sont pas les seules solutions qui sont mises en avant. Ce ne sont pas les seuls éléments qui sont présentés pour tenter d'améliorer la résilience des littoraux. La résilience étant la capacité d'un système à revenir à son état initial après avoir été perturbé. Et donc, tous ces éléments de contexte nous amènent à la question suivante, finalement. Les SAFN, les SFN, décidément je vais y arriver, sont-elles le moyen de rendre les littoraux plus résilients ? Pour tenter de répondre à cette problématique, nous accueillons ce soir 4 intervenants que j'invite à venir s'installer devant et que nous allons vous présenter. Merci Améline, merci pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par remercier nos intervenants d'avoir accepté de participer à cet événement. Et j'aimerais commencer d'ailleurs pour ouvrir notre échange, par poser une question commune à vous tous. On aimerait savoir comment vous êtes arrivés justement à travailler sur les solutions fondées sur la nature. Et en quelques mots, vous présentez vos missions aujourd'hui en lien avec les SFN dans vos structures respectives. Vous pouvez commencer, Stéphane. D'accord, très bien. Ouais. Vous préconisez l'utilisation du micro? Oui. Okay. Vous pouvez le... Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Stéphane Bertin, je suis chargé de recherche CNRS depuis peu. J'ai été recruté l'an dernier donc à l'UMR Géosciences Géo-Océan, donc à l'IUM. Et donc moi, qu'est-ce qui m'a mené à travailler sur les SFN? Ça a été, je crois, un développement assez progressif. J'ai une formation avant de faire un doctorat d'ingénieur en mécanique des fluides. Et je crois que ce qui m'a véritablement mis la puce à l'oreille, c'était le concept de restauration des cours d'eau. J'ai travaillé en hydraulique fluviale avant de m'intéresser au littoral. Et depuis les années 2010, la restauration des cours d'eau s'était vue vraiment comme je ne vais pas dire un phénomène à la mode, mais il s'agissait vraiment de sortir de ce cloisonnement qu'on avait tendance à mettre en place sur les rivières et les cours d'eau. Et c'est là que les solutions fondées sur la nature sont apparues. Donc aujourd'hui, je travaille sur le littoral. Et ce qui m'intéresse, c'est avant tout les capacités d'adaptation qu'ont certains environnements littoraux. On parle beaucoup des récifs coralliens, de la mangrove, etc. pour résister, par exemple, aux tempêtes et à la hausse du niveau marin. Peut-être sous nos latitudes, ce qui m'intéresse actuellement, c'est le cas des plages composites, que j'aurai l'occasion de détailler, je pense, un petit peu plus par la suite. Et voilà, mes questions de recherche principales, c'est quelle est leur morphodynamique, comment est-ce qu'ils réagissent à des forçages tels que les vagues, et est-ce qu'on peut imaginer, s'inspirer de ces environnements pour imaginer des solutions d'adaptation face aux risques littoraux. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Antoine Leroux, je travaille à l'Agence bretonne de la biodiversité. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur les SFN? Je suis écologue de formation et puis j'ai travaillé quelques années dans les Hauts-de-France sur la problématique des zones humides et comment les zones humides pouvaient justement réduire les effets des inondations. On l'a bien vu il y a quelque temps dans le Nord notamment, et donc les problématiques d'artificialisation, et donc comment la destruction finalement des milieux naturels, c'était se tirer une balle dans le pied finalement sur nos différentes problématiques.
Et donc, je suis arrivé après, donc je suis originaire quand même du Finistère, donc je suis arrivé à l'agence il y a maintenant quasiment 3 ans. Donc, moi, je suis l'animateur sur le Life Artisan pour la Bretagne. Donc, comme on l'a présenté tout à l'heure, il y a des sites pilotes, mais il y a aussi 14 animateurs en région, dans toutes les régions françaises de métropole et outre-mer. Et donc, je représente la Bretagne. L'objectif, nous, de notre mission, c'est de promouvoir du coup les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est vraiment notre scope, notre angle de travail, c'est comment on s'adapte, on adapte le territoire breton au changement climatique. Donc, on travaille sur toutes les thématiques, agriculture, urbain, littoral, forêt, milieu aquatique et humide. Et donc, on fait beaucoup d'interventions, d'animations. Donc, merci déjà pour votre mise en contexte des solutions fondées sur la nature. Je peux pouvoir dormir tranquille, la relève est assurée. On fait aussi de l'accompagnement, du coup, en tant qu'établissement public, de l'accompagnement des porteurs de projets, donc des collectivités, des entreprises, des associations, sur la question de la biodiversité. On reviendra sur le volet SFN et l'objectif de bénéfices pour la biodiversité. Mais voilà, on accompagne les collectivités, les entreprises sur la prise en compte de la biodiversité. Et donc l'angle, en fait, l'approche solution fondée sur la nature est un levier assez important pour pouvoir justement aller chercher d'autres acteurs qui ne sont pas forcément très proches ou très enclins sur les questions de biodiversité. Donc cette approche-là permet quand même de pouvoir renforcer notre volet biodiversité en tant qu'établissement public sur la biodiversité. Bonsoir, je suis Gwenal Hervouet, délégué régional adjoint du Conservatoire du Littoral. Et pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on est venu au Conservatoire à travailler sur les solutions fondées sur la nature, je disais qu'on en fait depuis toujours sans l'avoir forcément appelé comme ça dès le début en tout cas. Alors maintenant on se met dans la bonne sémantique. Pour faire très très court et pour vous replacer un petit peu le contexte, on en parlera là dans les exemples que l'on développera les uns et les autres tout à l'heure, mais le Conservatoire du Littoral, établissement public, a pour mission de préserver les écosystèmes et les paysages littoraux. Et par ce biais-là, on applique 2 outils. L'outil foncier déjà, je reparlerai beaucoup du foncier tout à l'heure, donc on achète les terrains et on déprivatise les terrains. Dans la définition qui était donnée tout à l'heure sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, il y avait l'aspect sociologique et la notion de territoire. On retourne au territoire des terrains qui avaient pu être privatisés, qui ont pu être privatisés. Donc voilà, ça c'est un point important. On déprivatise des terrains, on les ouvre au public. Et après, on remet en place les fonctionnements écologiques et paysagers sur ces territoires-là. Et par cet intermédiaire-là, par ces outils-là, on fait, je dirais, des SAFN tous les jours. Maintenant, adapté spécifiquement au changement climatique, on a quelques cas bien précis, on en reparlera aussi tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on promeut cette notion-là, c'est qu'on essaye un petit peu ce que tu viens de dire aussi, d'accompagner les territoires et de faire un peu tache d'huile auprès des collectivités qui sont en charge de leur aménagement de territoire pour pouvoir, pour qu'elles puissent s'approprier l'outil, s'approprier la notion et développer ça sur l'ensemble de leur territoire. Et ne pas rester que sur les espaces naturels où ça fonctionne assez bien, mais qu'elles puissent porter ça sur d'autres portions de territoire qui sont un peu plus aigus, où les problèmes sont un peu plus aigus. Et voilà, donc c'est un travail de très longue haleine. Il reste encore pas mal de boulot. Ouais. La relève est assurée, mais vous aurez du boulot. Bonsoir, Aubrey Louarn. Je remercie les étudiants du Master EGEL de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Qui pour le coup concerne directement mon sujet de recherche, puisque je réalise une thèse de doctorat en géographie à l'UBO, à l'Institut universitaire de la mer à Plouzané, sur les solutions fondées sur la nature. Donc je travaille plus spécifiquement sur la mise en place des SFN dans un type de territoire bien particulier, les territoires urbanisés, puisque donc comme les étudiants du Master EGEL viennent de vous le présenter, les SFN consistent à s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers pour mettre en place des SFN pour limiter les effets de l'érosion côtière et les submersions marines. Mais pour que ces écosystèmes côtiers fonctionnent correctement, de façon dynamique, ils ont besoin de place pour évoluer. Effectivement, on en revient à la question du foncier. Et dans les territoires urbanisés, on a réellement un problème de foncier disponible. Donc moi, j'attaque vraiment cet angle mort un peu des SFN.
Et d'autre part, dans ma thèse, je me suis intéressée à la fois à la mise en place des SFN et aussi au concept de SFN, parce qu'on a gardé la même terminologie pour désigner à la fois... Alors, chacun de vous a employé des mots différents, mais vous avez employé notion et outils. J'ai entendu concept, j'ai entendu action. Et les SFN, c'est tout ça à la fois. Ça, c'est aussi une source de confusion. Et donc, j'ai travaillé vraiment du concept à la mise en place des SFN sur ces territoires urbanisés. Merci pour ces présentations. Gwenal Hervouette, vous avez parlé tout à l'heure de vos missions avec le Conservatoire du littoral, de restauration des fonctionnements et des écosystèmes et des paysages littoraux. Est-ce que vous avez un exemple probant à nous montrer, duquel vous pouvez nous faire part, par exemple en Bretagne Alors réfléchissons bien. Donc qu'un seul exemple, ça va être un peu court. En vous appuyant sur l'exemple de la baie de Lancieux, par exemple. Oui, bien sûr, Oui. Oui, c'est ça. Du coup, on les fait défiler maintenant, les diapos ou ouais. Je vais juste nous projeter sur le nord-est de la Bretagne. On est à la frontière entre les Côtes d'Armor, que l'on voit essentiellement là sur la carte, et puis sur la droite de la photo, on est en Ille-et-Vilaine. Donc on est vraiment sur la limite. Pour vous aider à vous retrouver, je parlais de foncier tout à l'heure. J'ai un collègue qui travaille sur ce sujet-là sur la façade Manche et qui dit pas de foncier, pas de projet. Et ça a été abordé tout à l'heure, vraiment la notion de foncier, notamment pour la recomposition spatiale. On reviendra sur ces termes-là tout à l'heure. Et puis pour éviter ce que l'on appelle en bon français le coastal squeeze, l'écrasement des espaces littoraux, on a besoin de foncier pour pouvoir recomposer spatialement le territoire. Et la biodiversité a aussi besoin de ce foncier-là. Ce que l'on voit là sur la carte en bleu, en aplat bleu, c'est tous les espaces naturels qui sont propriétés du conservatoire. Donc quand on est propriétaire, c'est hyper facile de travailler. On est généralement d'accord avec soi-même, donc on a besoin de convaincre personne ou pas grand monde en tout cas pour mettre en place les projets. Ça, c'est plutôt pratique. Par contre, on met beaucoup d'énergie à convaincre les acteurs de territoire, les élus. Ça, c'est un acteur hyper important, un acteur majeur, mais aussi tous les utilisateurs du territoire. C'est les acteurs socio-économiques, mais aussi les riverains, les vacanciers, les promeneurs, etc. Toutes les personnes qui utilisent le territoire, c'est-à-dire à peu près 100% de la population. Donc on est contraint et forcé de travailler avec eux et ça, c'est absolument passionnant. L'exemple, pour vous en parler, si on peut juste passer à la diapo suivante. Voilà, on a un territoire qui s'est forgé au fil du temps. Je vais faire très court. Il n'y a que des photos, rassurez-vous. On a un territoire qui s'est forgé au fil du temps et qui s'est figé au fil du temps. Alors c'est surtout pas à vous, universitaires, que je vais apprendre ça, mais quand on regarde l'histoire avec plusieurs zéros derrière le premier chiffre en termes d'années, on voit que les territoires ont toujours bougé. Là, la mer, elle a eu été beaucoup plus haute, elle a surtout eu été beaucoup plus basse. On pouvait aller à pied, vous voyez la flèche qui marque le nord, mais elle indique aussi l'île des Ébillens. On allait à l'île des Ébillens à pied il y a 2-3 millénaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ça veut dire que la mer, elle a eu été plus loin. Aujourd'hui, on voit que la mer, si elle bouge de 1 cm dans un sens ou dans l'autre, elle va venir se confronter à des enjeux socio-économiques. C'est d'autant plus important sur le territoire sur lequel tu travailles, dans les zones urbaines. Nous, là, c'est relativement facile. Les enjeux, c'est de l'usage agricole. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ce n'est pas ça mon message. Je dis juste qu'en termes de résilience, on est un peu plus proche de la résilience avec des usages agricoles qu'avec de l'urbanisation. Donc là, pour faire très court, les usages qui se sont figés sur le territoire, donc c'est un usage agricole, il y a un usage de randonnée aussi. Sur la diapo suivante, on va voir... encore suivante alors. Ah non, bon, mais tant pis, c'est pas grave, elle n'y est pas. Mais ne bougeons plus, on va rester là pour ne pas tomber malade. C'est le même territoire, mais je reviendrai sur l'explication des couleurs notamment. Il y a une maison qui a été construite après la digue. La digue que l'on voit au premier plan, elle a été construite au milieu du 19e siècle. Donc l'homme s'est dit, je vais gagner sur la mer, je suis plus fort, l'homme avec un grand H, je suis plus fort que la mer, je vais gagner sur elle pour gagner des terrains agricoles. Sauf qu'à l'époque, il y a 1 siècle et demi, c'était nécessaire, presque 2 siècles, c'était nécessaire. Aujourd'hui, avec la modernisation de l'agriculture, ça n'est plus nécessaire. Donc ces gains sur des espaces naturels ne sont plus nécessaires. Et de maintenir l'ouvrage, c'est très onéreux. On parlera, je pense, du coût financier de ces aménagements-là.
Aujourd'hui, où chaque euro compte, ça devient très difficile de maintenir ces états qui correspondaient à un besoin ancien. La mer reprend sa place et les enjeux qui sont à l'intérieur, aujourd'hui, ils souffrent. Ce que je disais juste à l'instant, c'est que l'homme a figé certains éléments. Or, la nature, elle bouge, elle va et elle vient. Et sur ce territoire-là, le conservatoire s'en est servi comme site expérimental, comme laboratoire. Toute proportion gardée, bien évidemment, à notre très très modeste mesure, pour pouvoir démontrer au territoire qu'on pouvait changer les usages, qu'on pouvait changer les habitudes et surtout recomposer un territoire en enlevant, en recomposant les enjeux socio-économiques. Donc la maison, il y a une petite route aussi, il y a un poste de relevage des eaux usées. Le seul élément, et je terminerai mon propos là-dessus, que l'on n'a pas pu bouger, c'est la route départementale que l'on voit en bas à droite. Là, ça ne se fait pas à l'échelle humaine. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, les mouvements de la mer sont très longs, très lents, mais les mouvements humains aussi sont très longs, très lents. Bouger une ville, je ne sais pas si on arrivera à le faire à l'échelle humaine. Bouger une route départementale, déjà, c'est difficile. Merci. Antoine Leroux, tout à l'heure, dans votre présentation, vous nous parliez de votre mission de promotion et d'accompagnement, notamment des collectivités pour le développement des SFN. Est-ce que vous pouvez nous présenter certains des leviers qui sont à votre disposition justement pour faire cette promotion ? Alors, ouais, tout à fait. Sur les premiers aspects, déjà, on voit que de toute façon, en Bretagne, quand on parle d'adaptation au changement climatique, le littoral en Bretagne, ça va être un enjeu majeur de ces prochaines décennies. On a un littoral relativement bas sur beaucoup de zones, un littoral densément peuplé, des biens et des activités extrêmement présentes. Donc en fait, tout ce sujet déjà en la matière est une vraie réflexion et on a beaucoup de collectivités qui se... on parlera peut-être un peu des questions réglementaires ou en tout cas de la loi sur les différentes communes littorales soumises à l'érosion côtière. En Bretagne, on en a un paquet. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui monte et donc nous, on est là pour accompagner justement ces collectivités sur à la fois cette prise de conscience du constat avec les différents partenaires qui travaillent sur ces questions, sur les questions de la connaissance, le savoir, les données. Et puis on travaille du coup sur ce que disait Gwenal tout à l'heure, sur la volonté, notamment au travers des élus. Donc le portage politique, il est hyper important sur ces questions. Et donc, quelles actions, ou en tout cas leviers, on peut utiliser, c'est déjà cette approche-là, le volet, en tout cas, retour d'expérience et démonstration, par exemple, ça marche très bien. Donc des visites qu'on peut faire et des rencontres qu'on organise auprès des différentes collectivités. Et puis, on a aussi tout le volet, on va dire, partage de l'information. C'est vrai que sur ces sujets, Solutions fondées sur la nature, il y a plein d'acteurs, des choses qui sont faites depuis longtemps, qui ne sont pas forcément connues, qui sont un peu des niches. Et donc, l'idée, nous, c'est de vraiment valoriser ce qui se passe déjà sur les territoires, faire connaître, accompagner derrière par des expertises, différents volets. Et puis, le volet, effectivement, foncier. Et donc, tout ce qui concerne, ça va être la question des financements. Comment on finance tout ça ? Et donc, ça aussi, c'est un de notre travail qui est mené à la fois, donc, comme on le disait, sur le programme artisan, avec différentes échelles qui sont menées, on va dire, au niveau national notamment, donc tout ce qui est volet réglementaire par exemple, et puis aussi au niveau régional, on travaille aussi avec les grands acteurs régionaux comme la région, et notamment sur les volets de planification ou de stratégie, on va aussi renforcer ce volet-là d'orientation des solutions fondées sur la nature. Voilà un peu les exemples. Merci beaucoup. Je vais plutôt m'adresser à Stéphane pour voir une autre approche de ces SFN. Stéphane, vous avez commencé par parler des plages composites que vous évoquez comme une SFN potentielle. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer ce que sont ces plages composites et le processus par lequel elles fonctionnent ? Oui, bien sûr. Alors pour ça, je vous propose peut-être de faire un petit tour aussi en Bretagne. Alors on va aller en presqu'île de Crozon, peut-être avec la diapositive. Je vous ai fait parvenir quelques photos. Oui, alors ces plages composites, comme le nom l'indique finalement, ce sont des côtes d'accumulation qui présentent différents compartiments. Et dans ce cas-là, on voit que c'est un estran sableux, plutôt plat et dissipatif, avec en haut de plage finalement un cordon de matériel sédimentaire plus grossier, des graviers et des galets,
mais on voit avec une pente bien plus marquée et donc un côté réflectif. Ces plages, finalement, elles sont assez communes en Bretagne, et je reviendrai un petit peu sur le cas, finalement, de leur restauration, parce qu'il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que de façon historique, ces matériaux grossiers, les galets en particulier, ont été vus comme une manne, que ce soit pour le BTP, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la construction du mur de l'Atlantique. Donc il y a des exemples, tout proche de l'IUM et de Brest, la plage de Portsmouth, disposée d'un cordon de galets, qui a été apparemment enlevé dans les années 60-70. Peut-être que l'exemple le plus parlant pour la plupart d'entre nous, c'est le cas de la baie d'Audierne, où même la population locale lui avait donné un nom, l'Hérovilly. Il s'agissait vraiment d'un véritable rempart avec des dimensions impressionnantes. Et bon, il n'y a pas énormément d'études qui ont été faites sur le sujet, mais il semblerait que près de 90% du matériel sédimentaire a été enlevé, représentant plus d'1 million de tonnes de gravier et de galets. Bon, les conséquences, elles ont été relativement rapides à se faire connaître en quelques décennies. Et comme on pouvait s'y attendre, finalement, ce rempart amoindri a connu des périodes de submersion lors de tempêtes. Finalement, ce rempart a été franchi et c'est venu apporter de l'eau saline et dégrader les palus, donc les marais et les zones agricoles qui se trouvaient en zone rétro-littorale. Donc ces plages composites, en fait, qu'est-ce qui les rend intéressantes? C'est avant tout le potentiel qu'elles ont finalement pour résister à des agents hydrodynamiques et finalement l'intérêt qu'on peut voir en elles pour en développer des SFN. Donc l'image de gauche, c'est une plage composite naturelle, la plage de la Palue à Crozon. Ça aurait pu être en baie d'Audierne, comme je le disais. Et à droite, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler une SFN parce qu'il s'agit d'une plage sableuse qui a été dotée artificiellement de galets. C'est pas en France, ça se trouve à North Cove, donc dans l'État de Washington, aux États-Unis. Et là-bas, la population locale qui faisait face à une érosion chronique, il s'agit dans ce cas d'une flèche sableuse avec un dynamisme et une mobilité très importante, cette population locale a décidé de se prendre en main. Bon, on se trouve aux États-Unis, je pense qu'on ne pourrait pas faire exactement la même chose chez nous. Cette population a décidé finalement de copier des exemples de plages qu'ils avaient proches de chez eux, donc de copier les plages composites en disposant du matériel sédimentaire grossier. Et c'est ce qui a finalement rendu un petit peu, disons, mis l'accent sur ces plages composites et qui a créé véritablement une dynamique de recherche derrière. Donc quels sont les mécanismes pour dire simplement les choses? Lorsque on a des vagues de tempête, sur un estran sableux, en général, le matériel sédimentaire est transporté principalement vers le large, dans la colonne d'eau en suspension, par des mécanismes qu'on appelle de courant de retour, qui viennent compenser les masses d'eau qui s'accumulent à la côte. Sur des estrans réflectifs, avec par exemple des matériaux plus grossiers, donc comme sur une plage composite, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en œuvre. On parle d'overwash, donc de dépôt de tempête, et de rollover. Et dans ce cas-là, finalement, ce matériel plus grossier, il n'est pas transporté en suspension dans la colonne d'eau, mais il roule par charriage et ça vient alimenter le cordon lui-même. Donc une constatation, c'est que lors de tempêtes, au lieu d'avoir une direction du transport sédimentaire dirigée vers le large, créant de l'érosion, on se retrouve finalement à un cordon qui a la capacité, en théorie, de s'exaucer. Donc la question qui nous anime, scientifiques, c'est de savoir si ces cordons auront la capacité finalement de suivre l'élévation progressive du niveau de la mer et quelle est leur réaction face aux tempêtes. Et pour ça, finalement, on utilise des stratégies assez classiques, de l'observation. Du travail intéressant peut être réalisé en canal de laboratoire aussi, afin de se poser des questions tout à fait pragmatiques telles que quelle taille de sédiment, quelle forme finalement pour créer des structures les plus résistantes et durables possibles. Et on s'appuie aussi de plus en plus sur la modélisation numérique. Donc voilà, cet ensemble d'outils est destiné déjà à lever le voile un petit peu sur des formes sédimentaires assez méconnues, en comparaison des plages sableuses typiquement, et en parallèle de voir si cette connaissance de la nature pourrait nous aider à développer des solutions d'adaptation futures. Très bien, merci. Tout à l'heure en introduction, nous disions que les SFN semblent être un concept qui est assez vertueux et largement promu par les instances internationales. Oui, je vais m'adresser à vous, notamment Aubrey. Mais pour autant, on disait aussi qu'il y avait pas mal de controverses autour de cette notion. Quelles critiques pouvons-nous adresser donc au SFN ? Alors, effectivement, l'expression solution fondée sur la nature est une expression qui est très parlante
et qui est aussi très positive, très améliorative. À peu près tout le monde voit globalement l'idée, rien qu'à entendre les mots, et y adhère. Impossible d'être contre la nature, impossible aussi d'être contre le fait de vouloir trouver des solutions. Et c'est vrai qu'il y a un flou qui est persistant dans cette notion. Et je pense que pour comprendre ce flou, il faut revenir à l'émergence du concept de solution fondée sur la nature, ce que vous avez fait un petit peu en introduction. Comme vous l'avez dit, les SFN sont apparus dans le contexte des négociations climatiques internationales lors de la COP15 à Copenhague en 2009, dans un document de l'UICN. Et en fait, ce document est un peu une sorte de plaidoirie pour la nature. Il s'agit en fait de demander aux instances internationales de donner plus de poids à la nature, d'accorder aussi plus de financement aux actions de conservation de la nature. Et à ce moment-là, les SFN apparaissent un peu comme une bannière, une expression très large qui vise à rassembler, comme l'a dit Gwenelle, tout un tas de pratiques et d'approches qui existent déjà. C'est important de rappeler que autant la terminologie est assez récente, il y a une quinzaine d'années à peu près elle est apparue, autant les pratiques existent depuis des décennies, voire des siècles. Et donc, ces pratiques donc de restauration écologique, d'air protégé, qui sont rassemblées sous la même bannière, permettent en fait de donner donc plus de poids dans un contexte de négociation auprès de grandes instances internationales à la nature. Le souci, je pense, c'est que cette expression a été très frappante. Ça a très bien fonctionné, peut-être même trop bien, très rapidement, et s'est mise à circuler sans être définie au préalable, a été réutilisée, réemployée par une multitude d'acteurs d'horizons divers. Vous avez parlé de potentiels problèmes de greenwashing. Alors effectivement, quand on va sur le site, par exemple, de Total, on arrive sur un site au hasard, un site tout vert avec écrit en gros ce que Total fait pour les solutions fondées sur la nature. Et c'est un risque qui existe, qui a été assez rapidement cerné par l'UICN et par les autres acteurs qui étaient engagés dans la promotion des SFN. Et ils se sont mis à sortir différents cadres conceptuels, à essayer en fait de définir et de délimiter les SFN. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de soucis de définition. Ça suscite encore beaucoup de débats, notamment parce que, en fait, chacune et chacun d'entre nous avons une acception différente de la nature et on met ce qu'on veut derrière ce mot. Donc, sans parler de greenwashing, simplement, ça renvoie presque à une question philosophique où chaque personne a sa propre conception de la nature. Et je pense que pour donner un exemple un peu plus concret de mon opinion personnelle sur le sujet, c'est une opinion, je pense que dans la gestion des risques littoraux, c'est très bien, ça se voit très bien quand on évoque la question du rechargement des plages. Pour un certain nombre d'acteurs, c'est considéré un peu comme une SFN parfaite, la SFN typique. Et pour d'autres, ça n'en fait absolument pas partie. Donc les rechargements de plage, ça consiste à amener des sédiments supplémentaires sur des côtes qui sont en situation d'érosion. Et dans ce cadre-là, alors je vole peut-être l'exemple de SFN controversé le plus connu, qui est le Sandmotor aux Pays-Bas. Il s'agit d'un méga rechargement de plage. Oui, 21 millions de mètres cubes qui ont été mis à 2 km des côtes et en fait qui est prévu, ce rechargement de sable est prévu d'être dispersé au gré des courants, au gré des houles, au gré de tous les forçages locaux le long de la côte sur une vingtaine d'années. Et donc pour certains, effectivement, il semblerait que ça fonctionne. Apparemment, aujourd'hui, on serait même sur une prévision à 40 années. Ça éviterait une érosion des plages dans la région sur une quarantaine d'années. Donc pour certains, c'est vraiment la SFN parfaite. D'autres critiquent le fait qu'on soit allé chercher effectivement 21 millions de mètres cubes en mer du Nord et donc qu'on a bouleversé certains écosystèmes en place ailleurs. Autrement dit, qu'on a déplacé le problème. Voilà. Ils en sont très fiers.
Ils en sont extrêmement fiers et ça fait beaucoup parler. Ouais, pour amender exactement ce que tu dis, c'est vrai que nous, on a eu ce débat en interne aussi, acteurs de l'environnement en Bretagne, mais c'est vrai que quand on s'est dit que ça marchait très bien, en fait, c'est ça qui a été intéressant, c'est que globalement, comme tu le disais, l'UICN, sa volonté, c'était on fait un plaidoyer pour la nature, pour la biodiversité. Ça, c'était vraiment l'enjeu majeur. C'était on replace la biodiversité, il faut qu'on avance sur ce sujet parce que on voit bien le résultat de toutes les différentes COP sur la biodiversité, sur le climat. Voilà. On prend du retard énormément sur les enjeux climat-biodiversité. Et donc, il faut vraiment mettre un coup de boost. Et donc, les solutions fondées sur la nature sont arrivées. Et donc, pareil, pour tous les gens, je pense, qui travaillent sur la biodiversité, sur les services écosystémiques, sur plein de choses depuis très longtemps, on n'a rien à réinventer. C'est vraiment une problématique de sémantique et de terminologie. Mais nous qui travaillons, enfin moi qui travaille par exemple sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, j'aime beaucoup dire que l'approche SFN, c'est la possibilité de parler de biodiversité. Quand on n'arrive pas de rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Et je trouve que l'approche justement de parler adaptation, de dire solutions fondées sur la nature, ça a vraiment ce rôle. Et ce que je mettais sur le graphique que vous avez vu tout à l'heure sur impulser une mobilisation pour la biodiversité, c'est vraiment dans cette approche de solution. Et quand on voit, là on est sur le littoral, mais quand on parle par exemple des solutions fondées sur la nature en milieu urbain, tout le rôle d'adaptation face aux sécheresses, face aux canicules, le fait d'apporter la nature comme une solution et non plus comme une contrainte, parce que globalement, l'aménagement, on leur parle de biodiversité, c'est contrainte, espèces réglementaires, réglementation. Donc vraiment, d'avoir cette nouvelle approche de vraiment solution, je trouve que ça impulse et je comprends tout à fait le recul de l'UICN derrière qui a été un petit peu, je pense, dépassé par cette terminologie et du coup les effets un peu pervers de greenwashing qui pouvaient être associés. Et donc là, on le voit... c'est un peu notre rôle aussi, nous, acteurs sensibilisés sur ces questions, d'être un peu garde-fou. Et donc, ce que tu expliquais et ce qu'on discutait tout à l'heure aussi avec Gwenal, c'est que nous, on va avoir ce positionnement de dire ça, c'est solutions fondées sur la nature au titre de la définition de l'UICN. Ça, ce n'en est pas. Est-ce que c'est moins grave ou est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est bien? C'est pas notre sujet. C'est aujourd'hui, nous, ça, c'est solutions fondées sur la nature, ça, c'en est pas. On voit de plus en plus de terminologie, on en rigolait, de solutions fondées sur la nature hybride, qui associe justement de l'ingénierie civile et du génie écologique. On va y arriver après. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, dans cette problématique, et c'est vraiment notre travail de rappeler, mais on a eu, sur plein d'autres sujets, on a ce même débat, qu'est-ce qu'on met derrière finalement? Solutions fondées sur la nature, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est, ça, c'est solutions fondées sur la nature, ça, c'en est pas. Point. Un tout petit mot au sujet des méga rechargements en sable. Donc Aubrey a mentionné le Seine Motor qui est à La Haye, donc aux Pays-Bas. En France, on n'est pas exempt de rechargement en sable, c'est une pratique hyper courante. Par contre, de méga rechargements, ça a été jamais fait, mais il semblerait que ça soit en réflexion, en particulier sur le littoral nord-médocain, où vous savez, il y a des soucis d'érosion depuis pas mal d'années, depuis très longtemps, on peut le dire, et c'est en particulier lié quand même à la dynamique de l'embouchure de la Gironde, qui rend cet environnement très mobile. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait l'immeuble Le Signal à cet endroit-là, à Soulac-sur-Mer. Et donc les gestionnaires, pour entre guillemets mimiquer les sorties de sédiments de la Gironde, envisagent à terme de pouvoir procéder à des méga rechargements. Donc peu importe la sémantique utilisée, c'est vrai qu'on commençait un petit peu à l'aborder. Dans le monde anglo-saxon, SFN peut se traduire de différentes façons. On a bien sûr l'appellation NBS, Nature Based Solutions, mais avant de parler de NBS, il y avait surtout le S était remplacé par E avec Engineering. Donc, ils ont un panel d'appellations dont peut-être nous n'avons pas cherché à disposer. C'est peut-être pas le souci. Il y a bien sûr une question de labellisation avec la définition de l'UICN, j'apprécie bien. Mais bon, voilà, on est conscient bien sûr que le littoral est confronté à des enjeux très variés. Le littoral est également confronté à des aléas qui sont différents. Et donc, les solutions vont devoir, entre guillemets, s'adapter à ces différents littoraux. Donc, bien sûr, la question de labellisation est importante pour savoir de quoi on parle, mais il s'agit aussi d'être toujours en mesure de développer un panel de solutions qui saura être adapté aux environnements en question. Et pour revenir sur la définition de l'UICN, celle-ci dit que les solutions fondées sur la nature
doivent apporter un effet positif à la biodiversité et qu'on peut sous-entendre comme on ne s'intéresse qu'aux vivants. Et du coup, Stéphane, vos travaux ne rentrent pas dans cette définition-là. On a déjà un peu expliqué à quoi ça pouvait être dû, mais dans quelle mesure l'absence de prise en compte des sédiments dans les solutions fondées sur la nature représente-t-elle une de ces limites, notamment pour vos travaux auprès de la communauté scientifique? Très rapidement peut-être, mais c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse au littoral, bien sûr, les formes sédimentaires sont absolument cruciales. On est tous au courant que les dunes sont des accumulations qui jouent un rôle clé finalement dans notre capacité à pouvoir résister aux tempêtes. C'est une source de sédiments pour la plage lorsque la plage est en érosion. Ça protège bien sûr les zones rétrolittorales. Donc dans mon cas, je m'intéresse au cordon de galets, mais on sait que ces formes d'accumulation sont finalement absolument clés dans la résilience de ces environnements. Donc il ne s'agit pas de les négliger, mais après on peut voir aussi, et vous l'avez dit en introduction, finalement ce sédiment est finalement le lieu d'implantation aussi de la végétation, et on ne peut pas omettre finalement tout ça. Il s'agit d'environnements, on peut le dire, extrêmement complexes, où le sédiment interagit avec la végétation, et un bon exemple pour ça, c'est peut-être les solutions mises en place, par exemple, pour protéger et fixer les dunes. De plus en plus, on a recours à la végétation, plantation d'Oya, etc. Ça peut être aussi l'utilisation des sapins de Noël, je crois que c'est d'actualité pour bientôt. Donc finalement, on ne peut pas considérer que la végétation. On comprend bien sûr que l'UICN ait voulu mettre l'accent dessus, c'est l'Union internationale de conservation de la nature. Les SFN ne s'appliquent pas qu'au littoral. Là, notre cas d'étude, c'est le littoral, mais pour le littoral, bien sûr, le sédiment est clé, et sa gestion, comme on le sait, et son utilisation, sachant que c'est une denrée rare et surexploitée. Juste pour compléter justement là-dessus, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que sur cette approche définition du USN, tu vois, ce que tu disais, nous, on va considérer quand même justement le sédiment, le sable est hyper important sur la protection. Enfin, en fait, quand on entend biodiversité, hein, c'est vraiment toutes les formes de vie et leur interaction avec leur milieu. Et donc, leur milieu, c'est aussi le sédiment, le support de développement. Si on parle des solutions fondées sur la nature en milieu urbain, par exemple, dans les critères qui vont être choisis, c'est typiquement la qualité du sol. Aujourd'hui, si on parle de plantation, par exemple, des arbres pour rafraîchir les villes, s'il n'y a pas une entrée sur la question du sol, la fertilité des sols, etc., on ne va pas rentrer ça dans le cadre de solutions fondées sur la nature. On dira c'est du verdissement en jardinière. Bon, merci déjà pour les éclaircissements sur la définition. On peut aussi aborder les SFN sous une autre dimension. Peut-être on peut parler aussi des défis que rencontrent dans leur mise en œuvre, surtout. En Bretagne, notamment, la question du foncier, qu'on a évoqué tout à l'heure avec Gwenal, est souvent un frein à la mise en place de ces SFN. Du coup, outre cet obstacle, avez-vous l'impression qu'il existe une autre résistance à la mise en place de ces solutions sur le littoral, et quels sont justement ces principaux obstacles que vous avez peut-être relevés? Il y a plusieurs obstacles. Déjà, il y en a un qui est pas bien loin, qui est même très proche de chacun d'entre nous, qui est là, qui est vraiment là. C'est la résistance au changement. Et ça a toujours fonctionné comme ça. On a toujours résisté, on a toujours lutté, on a toujours gagné contre ce qui venait pour parler de la mer, hein, mais c'est applicable pour tous les sujets. Et c'est souvent dans la tête de chacun que ça se passe, et dans l'inconscient collectif, on va dire, dans l'individu et dans le collectif. Et une des difficultés principales, c'est de faire changer justement ces mentalités. Nous, en tant qu'institution, c'est assez facile. On peut facilement changer de paradigme, on peut facilement changer de stratégie. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais c'est quelque chose qui peut se décider et se concrétiser assez rapidement. Quand on est sur un territoire, c'est beaucoup plus complexe. Il y a toujours des opposants, en fait. Toujours. Et il y en aura toujours, quelle que soit la solution qui soit choisie, d'ailleurs, hein, qu'on prenne cette solution ou l'autre, il y aura toujours des opposants. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs, opposants.
avec des arguments un peu différents, mais c'est souvent les mêmes opposants. Il y a des professionnels en la matière. Donc ce que l'on fait nous, alors c'est peut-être pas la solution, mais Antoine en a parlé tout à l'heure, on passe beaucoup de temps à accompagner les collectivités, accompagner les acteurs du territoire, ceux qui sont en charge de l'aménagement du territoire. Et pour moi, l'aménagement du territoire, il commence ici aussi à l'université. Nous sommes des futurs ou des actuels aménageurs du territoire, donc c'est ici aussi que ça se joue pour changer les mentalités, faire passer les bons messages. Et juste conclure sur ce point-là, pour les quelques clés, les quelques solutions que l'on a, nous, testées en tout cas, et qui n'ont rien inventé, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas resté sur un seul canal. Il y a la médiation scientifique. Alors on a des chercheurs qui nous accompagnent, qui nous disent les bons chiffres, qui nous font les bonnes anticipations. On sait où on va, on ne part pas à l'aveugle. Donc ça, la médiation scientifique, elle est très importante. La médiation pédagogique pour faire passer le message, ça c'est un outil hyper important. Et puis aussi, on a une autre médiation, la médiation culturelle, faire passer les choses sur le côté sensible. Alors ça, c'est un peu plus aléatoire en termes de réussite. Par contre, quand ça fonctionne et qu'on arrive à capter l'attention du grand public, bah, c'est gagné. Donc c'est un frein en moins qui a été enlevé. Oui, allez-y, Stéphane. Ouais. Peut-être aussi une petite réflexion sur les freins actuels. Avec une casquette finalement de personnes travaillant dans les sciences physiques, quelque chose qu'on voit et que finalement on retrouve par exemple si on lit le plan national d'adaptation au changement climatique dont un nouveau volet vient de paraître, c'est finalement ce manque de connaissances qu'on a derrière les écosystèmes et à quel point on peut se reposer sur eux finalement comme une véritable solution. Donc il y a cette latence un petit peu dans les sociétés humaines, on a du mal à changer bien sûr, mais il faut aussi se convaincre de changer et ce qu'on voit finalement, un des appels du gouvernement, c'est d'être en mesure de pouvoir comparer, par exemple, l'ingénierie grise, qui est la norme, on va dire, jusqu'à maintenant, aux solutions qui sont préconisées et qui devraient être finalement la norme, sauf lorsque ça n'est pas pertinent. Mais donc, les SFN devraient venir remplacer cette ingénierie grise. Mais donc, ce qui est attendu, finalement, de la part, je pense, des personnes qui travaillent à l'université, c'est de pouvoir finalement tester ces différentes solutions dans différents contextes et scénarios afin de s'assurer de leur pertinence, de leur performance et de pouvoir donc convaincre par ce biais-là. Moi, je pense que c'est une de nos missions aussi. Pour compléter ce que dit Stéphane, donc d'un point de vue de sciences physiques, je vais prendre le contre-pied et parler de sciences humaines et sociales, et notamment plus du côté de la gestion. Je pense que si un frein à la mise en place des SFN, en fait les SFN va être dans la façon de suivre et de gérer les SFN une fois qu'elles sont mises en place. On parle ici de capacité des collectivités territoriales. Et en fait, les SFN demandent ce qu'on appelle une gestion adaptative, c'est-à-dire un type de gestion qui doit s'adapter en permanence à des retours d'expérience, à des retours du terrain. Donc les SFN sont des écosystèmes côtiers qui sont vivants, qui évoluent en permanence, qui sont plus ou moins prédictibles. On a aussi une forte incertitude liée à l'élévation du niveau de la mer et à ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et donc, ça demande aux collectivités territoriales et aux acteurs qui accompagnent les collectivités territoriales de disposer de certains moyens financiers et de certains moyens humains pour suivre l'évolution de ces écosystèmes et en fait pouvoir changer de scénario, pouvoir changer aussi, remplir des indicateurs définis dès le début et aussi changer, adapter ces indicateurs au fur et à mesure de l'évolution de la SFN mise en place. Et ça, toutes les collectivités territoriales n'ont clairement pas les moyens de le faire et on a vraiment une question de justice aussi spatiale, de moyens dont disposent les collectivités territoriales sur le terrain, je pense. Pour compléter, je trouve que c'est aussi assez intéressant de voir aussi les freins en fait politiques. On en parlait, c'est vraiment ce qu'on disait hein, sur le temps long en fait. Là, on est sur l'adaptation, on est sur jusqu'à on dit 2080, 2100 et après. Et ça, de s'inscrire en fait finalement dans une réflexion, mais on l'a tous quotidiennement. Hein, on pense vraiment à demain avant de penser au futur. Et donc c'est vrai que c'est une vraie complexité de
de planification et de planifier du coup ces actions dans le temps long. On parle aussi la question du portage politique. Enfin, on parlera de la recomposition spatiale, mais ça induit quoi? C'est quoi les conclusions d'une recomposition spatiale sur une commune littorale qui vit de son littoral, qui travaille sur son littoral, qui habite sur son littoral? C'est très compliqué. Donc il y a ces freins un peu, je trouve, politiques. Il y a les freins effectivement du financement. Donc là aussi, il y a plusieurs acteurs qui se mettent dessus, la Banque des territoires, les établissements publics fonciers qui vont pouvoir travailler aussi sur ces questions-là. Et la question justement de l'accompagnement, c'est vrai que aussi on structure notre accompagnement aussi, les différents acteurs, publics, privés, etc., sur ces questions, ça émerge, et donc c'est vrai que c'est aussi difficile pour une collectivité de savoir à qui m'adresser, etc. Donc nous, on fait aussi beaucoup de visibilité des acteurs qui travaillent sur ces sujets pour justement orienter au mieux les porteurs de projets. Et donc voilà, il y a vraiment encore beaucoup de freins. On peut parler aussi du frein, on a évoqué rapidement le foncier, mais je pense que c'est un des leviers majeurs, parce que aujourd'hui, si on parle de recomposition spatiale, c'est où on délocalise. Et aujourd'hui, quand on est aussi sur des stratégies, des planifications ou des politiques, notamment de zéro artificialisation nette, donc on aura aussi ces questions de solidarité amont-aval, j'ai envie de dire, mais commune littorale et rétro-littorale. Comment on va travailler sur ces questions, où on relocalise nos activités, nos habitations. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces questions qui sont vraiment importantes. Et je rebondis à ce que tu disais, ce qui est aussi important, c'est l'incertitude. Et ça, je trouve, c'est un vrai frein, et c'est un vrai frein à l'inaction, je trouve. On pourrait avoir des arguments, oui, mais on ne sait pas vraiment... on sait que ça va monter. Et l'intérêt des solutions fondées sur la nature, c'est qu'on appelle ça aussi des mesures sans regret. C'est qu'on est vraiment dans cette orientation où on sait que, voilà, renaturer des villes, recomposer notre littoral, reculer nos biens et nos personnes, c'est sans regret, parce que la mer va monter, mais au moins par rapport à une digue qui sera dimensionnée, par exemple, à une hauteur plus 1 mètre. Ok, donc dans 50 ans, on se reposera la question, parce qu'on a des incertitudes sur la fonte de la calotte glaciaire, et que peut-être on va se taper plus de mètres d'ici la fin du siècle, on ne sait pas. Donc c'est comment on arrive un peu sur ces questions. Donc voilà, un des freins, c'est aussi l'inaction. Effectivement, il y a aussi la question de l'acceptabilité sociale. Stéphane, dans vos travaux, vous évoquez éventuellement l'introduction des galets sur les plages, notamment, justement, est-ce que, à votre avis, comment concilier ces contraintes humaines avec les objectifs environnementaux surtout? Je trouve que cette question fait bien lien avec ce qui vient d'être dit précédemment. Je pense qu'un gros défi, c'est aussi pour définir une bonne solution, finalement. Jusqu'à présent, il y avait l'ingénierie et la recherche qui étaient faites d'une certaine façon, que les concitoyens, les élus avaient finalement assez peu de choses à dire. Jusqu'à maintenant, je pense qu'une bonne solution, et les solutions fondées sur la nature, nécessitent de plus en plus de décloisonner, de travailler ensemble. Ça se voit au niveau de la recherche, j'aurai peut-être l'occasion de le rappeler. Il s'agit d'allier différentes disciplines pour venir créer ce que sont les solutions de demain, mais au niveau du territoire aussi, finalement, ça change radicalement la façon dont on doit travailler. Et je crois que les SFN appellent de plus en plus à une mobilisation, finalement, des populations littorales avant tout. Donc là, pour répondre à la question du matériel sédimentaire grossier qui pourrait venir, entre guillemets, modifier le confort de nos plages sableuses, c'est sûr que pour des gens habitués à des plages sableuses, tout d'un coup, voir des galets apparaître, ça pourrait être vu comme une dégradation des aménités, pour dire simplement les choses. Et dans des lieux touristiques, certains pourraient craindre, peut-être nos élus, que ces lieux deviennent de moins en moins touristiques. Je pense qu'en Bretagne, on craint un petit peu moins ce risque-là, puisqu'on est habitué à avoir ce genre d'environnement au niveau naturel. Donc on ne serait peut-être pas surpris si certains lieux étaient renaturés, voire même si un cordon de galets artificiel était créé. Peut-être qu'une façon d'y remédier, et je pense que c'est ça sera ma conclusion, c'est d'impliquer le plus possible les acteurs de la société, les concitoyens et concitoyennes, afin de s'assurer que c'est une solution qui réponde aux besoins et aux attentes d'un maximum de personnes. Pour compléter, un exemple assez concret, solution fondée sur la nature, la gestion des laisses de mer, donc les dépôts sur la plage, qui sont un rôle écologique
majeur pour la biodiversité, mais aussi un rôle physique de stabilisation du sable, de permettre finalement le développement aussi de la végétation, la stabilisation, la création des dunes. Et aujourd'hui, on se confronte à une gestion hygiéniste, sanitaire des plages, et donc parce que sur certains territoires où il y a des activités touristiques majeures, il faut des plages propres. Et donc on revient à cette question du changement de perception, au changement de ce nouveau rapport au vivant, une plage, et il y a aussi du dépôt. Et donc c'est vrai que ça re-questionne tout de « Ah, j'aime bien aller sur cette plage parce qu'elle est propre. Non, j'aime bien aller sur cette plage parce qu'elle est sauvage. » Voilà, donc c'est un exemple en lien avec ton sujet aussi. Et il y a aussi un autre défi dans le développement des SFN. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Aubrey, quand vous présentiez vos travaux de thèse, c'est le développement des SFN en ville, puisqu'on a présenté notamment le site de la baie de Lancieux et les sites pilotes du projet Adapto. Et ils ont tous le point commun d'être situés dans des espaces ruraux. Qu'en est-il pour les villes ? Est-ce qu'il y a des projets qui sont développés en ville ? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer le faible développement des SFN en ville ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le faible développement des SFN en ville ? Clairement, c'est la question du foncier, encore une fois. S'il n'y a pas de foncier disponible, donc pour les villes côtières qui sont bâties directement à proximité du front de mer, si on n'a plus de foncier disponible, on n'a plus de substrat, donc on n'a plus d'écosystème, donc impossible de mettre en place des SFN. Après, il y a différents types de villes qui existent, on va dire, différentes. Chaque ville a sa propre morphologie, c'est développé d'une certaine façon, et on a des espaces urbanisés, alors plus souvent de la périurbanisation, où on va encore avoir un espace tampon entre la mer et la ville, sur lequel on peut mettre en place des SFN, même en fait si ces écosystèmes ont été dégradés par l'histoire de l'urbanisation, par la pollution, par n'importe quel facteur anthropique ou non, on peut mettre en place des opérations de restauration écologique. Donc c'est par exemple le cas de la ville de Barcelone, qui est actuellement en train de faire de la gestion de cordons dunaires. On en a déjà parlé, une SFN assez courante. Voilà. Après, dans des villes côtières qui sont vraiment directement, qui sont collées à la mer, dont les premières lignes de construction sont collées à la mer, c'est effectivement très compliqué de mettre en place des SFN. Les quelques exemples que j'ai pu rencontrer, ça va être des SFN qui ont été mises en place offshore, donc en mer. Par exemple, la ville de Marseille est actuellement en train de tester, d'expérimenter la restauration des herbiers de Posidonie à proximité de la ville. Donc c'est une plante marine qui a la propriété d'atténuer l'énergie des houles et des vagues en faisant des grands tapis. Et voilà, il y a plusieurs autres SFN offshore qui sont en cours d'expérimentation, à Boston aussi. Cette fois-ci, on n'est pas sur le fond. On est directement à la surface de la mer en mettant en place des sortes de tapis végétalisés qui flottent et qui ralentissent aussi la houle. Voilà. Après, outre ces SFN offshore, on n'a pas grand-chose en ville, honnêtement. C'est bien la problématique. On peut mettre en place des SFN hybrides, donc en gros des infrastructures grises qu'on végétalise en partie, voilà, qui permet de combiner, on va dire, avec plus ou moins de succès, les potentiels des infrastructures grises avec les infrastructures vertes. Mais voilà, en ville, c'est sûr que le panel de solutions est beaucoup plus restreint. Ça rejoint exactement ma prochaine question à Gwenal, et il en rigole un peu, qu'il serait peut-être intéressant de combiner justement les SFN avec les infrastructures classiques. Dans quel cas c'est pertinent, outre que les villes, et quels en sont les avantages éventuellement ? Alors, j'ai évoqué rapidement tout à l'heure alors c'est pas un frein, c'est une des problématiques à résoudre, c'est le coût.
en fait, le coût global de ces actions. Normalement, une SAFN ne coûte pas d'argent. Nous, ce que l'on a mis en place, tout le monde nous pose la question, ça a coûté combien? 0. Alors oui, en termes d'acquisition de terrain, ça a coûté un petit peu, mais en termes d'action, ça a coûté 0. Versus, c'était abordé tout à l'heure aussi, versus le fait d'installer une digue qui va marcher, comme tu le disais tout à l'heure, un certain temps, parce que ça va correspondre à une certaine cote, plus une certaine surcote, etc. Là, tout de suite, on passe à des montants qui sont absolument colossaux. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste dans une solution ou dans l'autre. Nous, on l'a testé. Dans l'exemple que je montrais rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a certains enjeux que l'on a pu relocaliser assez facilement, avec beaucoup de discussions, avec un peu d'anticipation surtout, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de discussions. Mais il y a d'autres enjeux que l'on ne peut pas relocaliser comme ça en un claquement de doigts, comme on l'a fait précédemment. Et je rejoins ce que tu dis, il y a très nettement, les centres urbains, je pense, Brest, c'est une ville littorale. Alors, elle est un peu surélevée, mais pour autant, elle n'est pas exempte de questions sur le changement climatique et sur le fait que la mer puisse gagner à un moment donné. On peut parler de Saint-Malo aussi. Saint-Malo, les 2/3 de la zone urbanisée de Saint-Malo est d'ores et déjà, sans changement climatique, d'ores et déjà sous le niveau de la mer. Donc, on ne va pas faire les mêmes solutions, on ne va pas trouver les mêmes solutions d'accompagnement et de protection des biens et des personnes que ce que nous, on a pu tester en espace naturel versus en espace urbain. Et donc, il y a des enjeux que l'on peut relocaliser, comme je le disais tout à l'heure. On a montré l'exemple, ça fonctionne, mais il y a des enjeux qu'on ne peut pas relocaliser. Ou alors qu'on va pouvoir relocaliser, mais au-delà de la durée de vie humaine, c'est-à-dire à 80 ans, 100 ans, un siècle. Donc là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite. D'accord, merci Stéphane. Oui. Juste une petite réaction sur ces solutions hybrides pour voir éventuellement de quoi on pourrait parler. Tu as mentionné Saint-Malo et justement c'était intéressant, c'était un exemple que j'avais envie de rappeler. La promenade le long de la digue de Saint-Malo sur la vieille ville, on remarque qu'il y a des puits hydrauliques qui ont été mis en place. Donc c'est une solution vraiment ancienne et finalement ce n'est pas le cas qu'à Saint-Malo. Et à quoi ils servent, même si des fois leur performance reste à démontrer, c'est souvent dit, mais finalement, l'intérêt de ces puits hydrauliques, c'est de ralentir et de réduire la turbulence, l'effet de la houle, avant que les vagues viennent frapper la digue en elle-même. Il y en a d'autres, il y a même des projets qui, finalement, s'intéressent particulièrement aux solutions hybrides. Dans quel objectif, finalement, c'est de faire perdurer ces solutions qui sont déjà là. Ça nous coûterait énormément d'argent que de les enlever. On ne va pas s'en priver, elles sont finalement déjà là. Donc, plutôt que les rehausser ou finalement investir de l'argent pour les améliorer, pourquoi pas essayer de les améliorer par le biais de la nature. Donc il y a des projets qui s'intéressent par exemple en Belgique à utiliser des dunes pour protéger des digues rétro-littorales et les polders qui peuvent être derrière. Donc c'est un panel de solutions à utiliser et ce qu'on espère, c'est avoir un maximum de solutions pour répondre aux différents besoins. Donc ces solutions hybrides finalement peuvent être intéressantes à certains aspects, mais elles répondent aux mêmes attentes. Finalement, il s'agit de démontrer aussi leur pertinence. Antoine? Oui. Oui, c'est pour rebondir à ce que disait Gwenal. C'est vrai que voilà, faut pas être dans le jusqu'au boutisme. On va pas mettre la muraille de Chine tout le long du littoral français, impossible. On va pas mettre des solutions fondées sur la nature partout, impossible. Donc c'est du cas par cas. Ce sera voilà, c'est pour ça. Souvent on a des questions. Ah oui, donc quelle solution fondée sur la nature je peux mettre? En fait ça dépend. On n'a pas de. Il faut c'est adapté finalement à chaque cas, à chaque territoire. C'est propre à chaque entrée, à chaque volonté, à chaque problématique qu'on a sur le territoire. Et l'exemple est très parlant, hein. Vous allez sur le port de commerce. L'agence est basée au grand large sur le port de commerce. Aujourd'hui, à marée haute, l'eau est sur le parking. Donc rajouter 50 cm, 1 mètre. Bon, l'agence est au 2e étage, donc je pourrais aller au bureau en bateau, mais c'est des vraies questions en fait qu'on a aujourd'hui sur des infrastructures. À la fin du siècle, là, il y a une étude du CEREMA qui est sortie. Il y a 40 000 logements bretons qui sont menacés par la submersion et l'érosion marine. 40 000 logements. Alors, 2050, c'est 716 logements bretons qui sont menacés. 40 000 à la fin du siècle. Donc, on voit bien qu'on est dans le temps long. Et ce n'est pas en 2060 qu'il faudra commencer à se réfléchir. C'est vraiment maintenant qu'il faut vraiment commencer à réfléchir là-dessus. Voilà.
Non, mais j'ai perdu le fil. Donc. Mince, pardon. J'espère que c'est pas de ma faute. Je reviens juste sur les villes, mais en fait, c'est vrai que peut-être que ça vaut pour tous les types de territoires. C'est encore plus probant en ville du fait de la concentration des enjeux économiques, mais surtout humains qui est dans ces territoires. Je pense que la réponse est forcément multifacette. Il ne faut pas se demander si c'est mieux de mettre en place une SFN ou une infrastructure grise ou une infrastructure hybride. Je pense que face aux enjeux à protéger et aux changements à venir et à l'incertitude qui est liée, la réponse est forcément composite et il faut prendre en compte toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre, vraiment, que ce soit du gris, du vert, que ce soit de la planification ou alors des constructions en dur. Il faut chercher partout la solution. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Gwenal? Non, d'accord. Justement, en fait, on a parlé des défis liés au foncier et à l'acceptabilité sociale. Stéphane Aubray, en tant que chercheur, quels sont, selon vous, les principaux verrous scientifiques à lever pour améliorer justement la connaissance sur les SFN? J'ai mentionné des défis qui sont peut-être proches de la discipline dans laquelle j'appartiens, on va dire la physique du littoral. Mais finalement, travailler sur les solutions fondées sur la nature, c'est ce que j'essayais de dire. Ça nécessite de décloisonner nos champs de recherche et en particulier être capable d'intégrer bien sûr la géographie, les sciences humaines et sociales. Ce qu'on veut avant tout savoir, et un des défis, c'est quelle va être la représentation que peuvent avoir finalement, la perception qu'ont les élus et les citoyens des solutions qu'on propose. Donc pour qu'il y ait un consensus large et une acceptation, une mise en œuvre de ces solutions, ça nécessite nous, avant tout déjà, d'être en mesure de changer un petit peu la façon dont on fait de la recherche et d'être en mesure de travailler ensemble sur ces approches-là. Donc il ne s'agit pas on le dit beaucoup, de travailler en silo. Je pense que ce sujet des SFN est aussi très intéressant au niveau académique parce qu'il permet de décloisonner et donc de faire travailler ensemble des communautés qui n'avaient peut-être pas forcément l'habitude. Je parle des SFN, mais les risques littoraux, c'est aussi une composante où il est nécessaire de faire travailler d'ailleurs au-delà du cercle académique, puisqu'il faut aussi que les gestionnaires, les élus, on soit tous représentés pour parler de ces risques et des solutions qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc voilà, sur les aspects physiques, moi je voyais bien sûr la question de la performance et de la pertinence, mais il y a aussi cette question plus large du travailler ensemble et de faire de la recherche aussi hors des murs de l'université. Juste pour rebondir ce que tu dis, c'est un des critères fondamentaux des solutions fondées sur la nature, c'est la question de la gouvernance et de l'intégration de l'ensemble des parties prenantes. Donc sur ces questions d'aménagement, en fait, c'est vraiment aussi comment on travaille, on apprend à travailler collectivement. Et pour les collectivités, c'est quelque chose qu'on voit un peu émerger. C'est issu de plein de politiques d'aménagement. On a sectorisé finalement tous nos enjeux. Et c'est vrai que la question de l'adaptation, la question de la biodiversité, c'est tellement transversal que on a du mal en fait à que l'ensemble puisse se mobiliser là-dessus. Et c'est repenser toujours nos manières de fonctionner, de travailler. Je pense que Stéphane m'a volé à peu près l'intégralité de ma réponse sur l'interdisciplinarité et effectivement ce qu'on appelle donc l'intersectorialité, le fait de travailler avec gestionnaires, praticiens, les élus et les populations locales, donc toutes les parties prenantes. J'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, mais simplement peut-être, je pense que la clé des SFN, elle est peut-être dans deux autres aspects qu'on n'a pas tant mentionnés encore, au niveau de la faisabilité des SFN, de la mise en œuvre des SFN vraiment sur le terrain. Je pense qu'il y a deux points qui sont à suivre, qui est l'évolution de la réglementation, le cadre juridique qu'on va mettre en place sur les SFN, qui est en train de se mettre en place peu à peu sur les SFN à différentes échelles, que ce soit internationales, nationales ou régionales et locales. Et un deuxième instrument qu'on peut mobiliser pour mettre en place les SFN, ça va être tous les instruments financiers. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que ce n'est pas mon cœur de métier,
mais il y a beaucoup d'institutions financières qui sont en train de publier des documents, de réorienter leur financement, là encore à différentes échelles, que ce soit la Banque européenne d'investissement, la Banque centrale européenne, la Banque des territoires. On a vraiment une grosse question sur la façon de financer les SFN, notamment parce que si ce sont les collectivités territoriales qui sont en charge des risques littoraux, en tout cas en France, et ces collectivités territoriales ont l'obligation d'avoir des budgets à l'équilibre. On ne peut pas être en dette comme peut l'être un État. Et ça, c'est vraiment une problématique. Il faut que ces SFN, parce que le système actuel est fait comme ça, il faut qu'elles soient rentables. Et ça, c'est un gros défi. Oui, pour compléter, c'est vrai que c'est un des vrais aussi leviers, la réglementation. On travaille notamment avec les acteurs régionaux et la région, elle est un peu aussi chef de file sur ces différentes questions. Là, assez régulièrement, il y a le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre ou d'équité des territoires, qui est un peu le grand schéma de planification de l'aménagement en Bretagne, enfin dans toutes les régions, mais celui qu'on parle, c'est en Bretagne, a modifié son règlement et donc a inscrit que l'aménagement devait être sur le littoral en priorité des solutions fondées sur la nature. Donc il y a vraiment un positionnement fort parce que derrière, ça veut dire que ça se décline au niveau des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, donc à l'échelle des pays, puis des documents d'urbanisme, PLU, PLUI. Et donc on voit que même dans la réglementation et dans les orientations qui sont données, il y a vraiment cette volonté. Et donc derrière, quand il y a une volonté, en tout cas stratégique, c'est que derrière, on va mettre des moyens en face. Et donc là, on voit aussi qu'au niveau régional, par exemple, sur les dispositifs qu'on accompagne, notamment les fonds FEDER, donc c'est les fonds européens gérés par la région, il y a un objectif de mise en œuvre des solutions fondées sur la nature en priorité. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans les demandes et dans les cahiers des charges qui sont faits, c'est que aujourd'hui, les actions qui vont être privilégiées, alors voilà, ce sera au cas par cas à chaque fois, mais les actions qui sont privilégiées, c'est des solutions fondées sur la nature. Et ça aussi, c'est un vrai levier financier et du coup aussi de stratégie de planification. Je vais m'adresser à Gwenal et Antoine. Dans vos missions, comment est-ce que vous qualifiez l'apport de la recherche pour le développement des SFN? Et dans quelle mesure vous valorisez le travail des chercheurs? Oui, alors, comme on le disait tout à l'heure, vu que c'est du cas par cas, il y a un vrai besoin de connaissances. Et donc le diagnostic, la question de comprendre comment fonctionne son territoire, comprendre comment tous les liens se font, il y a besoin de la recherche dure, fondamentale. Et puis, ce que tu disais aussi, l'importance des sciences humaines et sociales, parce que là, on touche à la sensibilité, à l'approche, donc il y a un vrai besoin de connaissances, de faire travailler de l'animation, des sciences participatives, enfin voilà, plein de choses. Donc il y a vraiment ces deux volets, et donc dans les projets qu'on voit émerger de solutions fondées sur la nature, il y a vraiment toute cette dimension un peu recherche, connaissance, accompagnement au changement qui vraiment se met en avant. Et nous aussi, c'est là, on a organisé en septembre dernier une journée régionale sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation. Alors, c'était plus centré sur le milieu urbain, mais c'était comment la recherche sur la ville de Rennes, notamment, identifie les îlots de chaleur, donc par de la recherche, pour mettre en œuvre les meilleures solutions fondées sur la nature au meilleur endroit, en fait, finalement. Où sont les vrais enjeux, les priorisations? On n'a pas parlé de la priorisation, mais les choix de priorisation, ça va être aussi une vraie question, parce que moyens limités, choix limités aussi. Donc il va falloir prioriser, et donc c'est la recherche est là aussi, et la science est là aussi, pour éclairer finalement les décisions politiques. Et en complément, dans le cas d'espèce du programme Adapto, nous, on n'est pas partis seuls. On n'était pas les seuls porteurs et bénéficiaires du programme LIFE. Il y avait le BRGM qui était avec nous, le CEREMA n'était jamais très loin, le Muséum d'histoire naturelle aussi était avec nous. Donc, on n'est pas partis seuls. On est quand même partis avec des chercheurs. Pas tous les chercheurs. On a peut-être oublié certains pans de la recherche, mais il fallait bien partir à un moment donné. Donc, on part jamais seul. Et aujourd'hui, on ne travaille plus dans un programme LIFE parce qu'il est terminé, mais on est
intégré, enfin pour partie, le site que je vous ai rapidement montré est intégré dans un interreg à plusieurs pays. Et tous les autres intervenants des 5 autres pays qui vont de la Belgique jusqu'à la Suède, ce sont quasiment tous des chercheurs, des universitaires. Et on a énormément besoin de ces éléments-là pour pas partir à tâtons. On peut pas se permettre de partir à tâtons. Il y a tellement, et là je fais le lien avec l'enjeu social. Il y a tellement on touche tellement au plus profond de chacun des habitants du territoire. On n'a pas le droit de se planter. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors on peut chercher, on peut tâtonner, mais pas trop longtemps en fait. Et là, c'est là qu'on a bien besoin de la science. On a bien besoin des chercheurs pour nous donner la bonne orientation. C'est fondamental ça. Et du point de vue des chercheurs, est-ce que Stéphane et Aubrey, vous avez l'impression de contribuer de manière concrète à la mise en œuvre des SFN sur le terrain? Par exemple, auprès de gestionnaires ou d'élus? Alors, moi, honnêtement, non, parce que mon terrain est un peu particulier. J'ai fait une étude de cas sur la ville de Tanger, au Maroc, en collaboration avec des scientifiques sur place. Et en fait, l'idée était de suivre l'élaboration du nouveau schéma régional d'aménagement du littoral de la région, puisqu'en 2015, le Maroc a adopté une loi littorale et qui contraint, qui donne obligation aux collectivités territoriales de faire des schémas régionaux qui prennent entre autres en compte les risques littoraux et les effets futurs du changement climatique. Et donc, voilà, l'idée était de suivre tout le processus d'élaboration de ce schéma régional. Et en fait, bon, pour différentes raisons, j'ai pas pu le suivre, mais eux ont des experts scientifiques sur place avec lesquels ils travaillent depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, voilà, moi en particulier, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'ils ont des équipes de scientifiques qui guident en fait l'intégralité de leurs travaux, enfin qui participent. Qui ne guident pas, qui participent à leurs travaux. Dans mon cas également, j'ai plutôt l'impression d'intervenir un petit peu en amont pour l'instant des SFN, puisque je ne travaille pas sur un site pilote. Pour que ça soit véritablement une SFN, il y a le mot solution dedans, donc il faut bien que ça réponde à un problème. Donc avant tout, moi j'étudie des environnements littoraux, finalement afin de comprendre un petit peu quelle pourrait leur capacité d'adaptation. Je l'ai déjà dit, mais les points bénéfiques dont ils pourraient nous faire profiter. On parle de services écosystémiques, mais ça pourrait être élargi un petit peu. Donc j'espère que ces connaissances, in fine, viennent abonder et puissent être ensuite exploitées afin d'avoir une meilleure gestion de nos littoraux. C'est comme ça finalement que je verrai ma recherche dans un premier temps. Après, le lien avec les gestionnaires, il est indispensable. Et dans mon cas, même si ça ne touchait pas directement à SFN, je vais dire que j'ai fait l'effort de le faire et d'aller rencontrer une collectivité en particulier afin de leur présenter les séries d'observations qu'on réalisait sur leur plage et de leur présenter un petit peu les constats. Également leur poser des questions, mais ce que j'ai pu me rendre compte, par exemple pour le cas de la plage de Portsmouth que j'ai très rapidement évoqué, qui ne se situe pas très loin d'ici, je pense que beaucoup connaissent cette petite plage de Fondance à Berthaume. Finalement, il y a un véritable oubli de la part des élus, il me semble, et le retrait de ces galets dans les années 60-70, bien qu'il puisse être documenté par des images historiques, par le biais de la population, on va dire, les personnes un petit peu âgées maintenant qui connaissent cette plage depuis longtemps, finalement les élus n'avaient pas connaissance et avaient complètement oublié ce qui s'était passé de ces galets. Donc moi c'était une constatation, donc je pense que c'est à développer dans mon cas, en particulier si j'ai envie de pouvoir travailler sur des sites pilotes et voir un petit peu comment une solution se met en œuvre et comment elle peut perdurer dans le temps. Donc je pense que notre rôle en tant que scientifique, chercheur, c'est bien sûr produire de la connaissance qui va être utilisée par le plus grand nombre, on l'espère, mais aussi, ça ne se limite pas à ça, de plus en plus faire lien aussi avec les questions de société et les personnes qui les animent. Ça nécessite de plus en plus de former finalement les décideurs, les élus, puisque ce sont quand même eux, dans le cadre des SFN, si on parle de solutions à moindre coût, ça veut dire que finalement, leur mise en œuvre, leur gestion, leur monitoring va sûrement être réalisé par les acteurs du territoire. Et donc pour ça, il s'agit de pouvoir s'approprier les méthodes, typiquement des levées topographiques par exemple, afin que cette compétence soit bien là. Donc je pense que le savoir scientifique est bien sûr très utile pour tout ça.
Merci Stéphane. Vous avez peut-être faim, vous avez répondu à la moitié de ma dernière question. Du coup, on aimerait, c'est bien d'anticiper, mais du coup, on aimerait savoir quel rôle respectif devrait jouer et la recherche, du coup, les institutions publiques et les sociétés civiles dans la transition vers plutôt des approches plus traditionnelles vers des SFN et comment pourrait-on renforcer justement cette collaboration entre chercheurs, gestionnaires et décideurs. Vous pouvez, Antoine, si vous voulez commencer. Dure question. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment à la fois le donner à voir, que ça peut marcher, que ça peut fonctionner. Je trouve que ça fonctionne très bien. Je pense que Gwen a fait pas mal de visites d'élus sur l'ensuite. Je ne dois plus en pouvoir de dire toujours la même chose. Mais ça, c'est un vrai volet. Je pense que le donner à voir, la sensibilisation aussi, c'est un des aspects. Je commence à travailler sur la biodiversité depuis quelques années et de toujours dire finalement des choses, mais la répétition, c'est vraiment la clé finalement. Donc on a l'impression que 2024, on a encore à devoir répéter des choses qui nous paraissent pourtant totalement évidentes, mais il faut continuer. Si on n'y arrive pas, si on n'embarque pas tout le monde, on n'y arrivera pas. La question de la gouvernance et du coup de l'inclusion et vraiment des parties prenantes, ça je pense que c'est un vrai levier et tout l'intérêt des SHS, des sciences humaines et sociales, sont aussi là pour ça. Tous les outils, montrer ce qui a marché sur les territoires, les différentes approches qu'on peut faire aussi. Je travaille avec des collectivités, on fait un atelier pendant 3 heures pour leur faire travailler sur quelles sont mes problématiques liées à mon territoire et derrière, quelles solutions, qu'est-ce qu'on peut imaginer et on leur donne à voir. Et donc ça aussi, ils sont plus marqués, que ce soit des décideurs, que ce soit des techniciens de collectivité, de travailler là-dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment le fait de pouvoir travailler collectivement. On reparle à la question de la transversalité et je pense que ça, c'est un vrai changement qu'il faut pouvoir intégrer. Et je pense que le rôle des universités, des cycles de formation pour former les acteurs de demain, je pense qu'il y a un vrai travail d'intégration de ces sujets et ça commence, on le voit beaucoup. J'interviens pas mal aussi dans certains cycles de formation. Donc, ça prend du temps. On voit que ça émerge, le sujet monte. Donc, c'est derrière comment on met les moyens aussi sur les acteurs de l'accompagnement pour poursuivre ces transitions, pour renforcer finalement ces volets. Et derrière, voilà, de poursuivre finalement ces gros enjeux. Merci, Gwenal. Alors j'adhère complètement et je colle complètement à tout ce que tu viens de dire. Pour autant, les choses changent. Et il faut pas être dans le dramatique et dans la peur. On l'a pas du tout été dans l'échange et dans les questions que vous avez posées, dans le management de l'ensemble de la soirée. C'était très bien là-dessus. C'est qu'on n'était pas sur le faire peur pour réagir. Ça, c'est très bien. Quand je dis que les choses changent, moi je vois ça sur un patent d'une quinzaine, vingtaine d'années. En bord de mer, on construit plus sous le niveau de la mer, en théorie. En montagne, on construit plus, là aussi en théorie, dans les couloirs d'avalanche. C'est bête de dire ça, on en rigole de dire ça, mais c'est des aménagements du territoire qui étaient encore concrets et réels il y a pas si longtemps que ça. Prendre une décision de construire dans des endroits à risque, c'est très rapide. Protéger, relocaliser, recomposer spatialement ces enjeux-là ailleurs pour qu'ils ne soient plus dans les zones à risque, c'est très très long et on vient d'en parler. Donc, les choses changent petit à petit, les mentalités changent. Et moi, je pense que le travail que vous faites là, présentement, et puis le travail que l'on fait les uns les autres en permanence de s'ouvrir vers l'extérieur, c'est pour moi un point central pour porter la parole et faire en sorte que ça essaime tout simplement. Juste un exemple. J'ai beaucoup travaillé sur le site dont je vous parlais très brièvement tout à l'heure, beaucoup travaillé avec des universitaires, notamment avec l'UBO, mais aussi l'école des paysages, mais aussi l'école des architectes urbanistes de Marne-la-Vallée. Et en faisant travailler les étudiants, on sait qu'on va réussir à ancrer un message qui va être beaucoup plus, qui va porter beaucoup plus loin. Et pour nous, techniciens de territoire, je termine mon propos là-dessus, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est que quand on dit quelque chose, on est écouté à ce niveau-là. Quand des étudiants disent quelque chose, le message y passe beaucoup plus facilement. Et on fait passer beaucoup de messages grâce aux interventions des chercheurs et des structures universitaires. C'est génial ça. Oui, Aubry.
Juste une petite chose à rajouter, mais c'est dans la continuité de ce que vous dites. Simplement, effectivement, pour faire ce lien, je pense, entre chercheurs, praticiens et politiques, il y a aussi une question, un piège à éviter peut-être dans l'attitude à adopter. Alors là, je parle plus pour Stéphane et moi-même qui sommes peut-être un peu plus derrière nos ordinateurs ou en tout cas protégés par notre statut d'universitaire. C'est-à-dire que lorsqu'on discute notamment avec des politiques, peut-être essayer de toujours garder à l'esprit d'avoir une certaine humilité parce que c'est pas nous qui sommes face à cette prise de décision. Nous ne prenons pas de décision et nous n'avons pas de responsabilité, entre autres de responsabilité pénale vis-à-vis de la protection des personnes. Donc ça peut être facile pour nous d'être convaincus de ce qu'il faudrait faire. On n'est pas dans on n'est pas à la place des élus qui eux prennent cette responsabilité de décider de ce qu'on met en place, prennent la décision aussi de dépenser directement de l'argent public et parfois des sommes assez colossales. Et aussi, moi je l'ai vu sur mon terrain, c'est certain qu'il y a cette question de l'anticipation, il y a cette question des agendas politiques, des moyens qui sont réduits et qui sont encore en train d'être réduits pour les collectivités territoriales. Et on a clairement une priorisation de l'action publique avec, si jamais il y a une catastrophe qui se produit, moi sur mon terrain il y a eu un séisme, et la gestion des risques, il y a peut-être 2-3 personnes qui s'en occupent, on oriente tout sur la gestion des risques de séisme. Et là, la gestion des risques côtiers, elle prend 5-10 années de retard. Enfin, voilà, c'est un exemple bête, mais ça fonctionne un peu comme ça des fois. Merci Aubrey. Stéphane? Oui, j'avais juste quelques mots à ajouter. Je partage totalement ce qui a été dit et je voulais juste peut-être rappeler qu'il y a peut-être pas de plus en plus, mais il y a quand même des moyens qui sont mis en place pour justement nous pousser à travailler ensemble et à développer ensemble ces solutions, à les mettre en œuvre. Ça peut être des appels du gouvernement. Typiquement, le ministère de la Transition écologique a relancé un appel sur les SFN. L'idée, c'est vraiment que cet appel soit destiné aux collectivités, mais que ça puisse aussi inclure au maximum un panel scientifique dans la définition de ces solutions. Et pour rebondir sur ce que disait Aubrey, en effet, on est peut-être un petit peu protégé dans le sens où on n'est pas ceux qui vont mettre en œuvre directement ces solutions, et c'est peut-être la part des choses entre l'ingénierie littorale et peut-être la recherche, c'est que lorsqu'on met en place des structures type de l'ingénierie grise, j'ai l'impression qu'actuellement, notre état de connaissance et savoir que ces environnements sont extrêmement complexes et dynamiques, j'ai l'impression qu'on espère plus que ces structures nuisent le moins possible. On espère donc pour le moins pire que pour le meilleur. Donc ça montre bien finalement que d'une certaine façon, toutes ces structures ont été mises en œuvre, des fois sans connaissance de cause, et on réalise souvent des années après quels ont été les impacts de nos déploiements sur le littoral et des encrochements humains un petit peu. Voilà. Gwenal, vous voulez rajouter quelque chose? Non, d'accord. J'adhère parfaitement à ce que dit les collègues chercheurs. Merci beaucoup, merci Gwenal, merci Aubrey, Antoine et Stéphane. Nous, on n'a plus de questions, mais peut-être il y a des questions dans le public. Il y a un micro qui va circuler, si vous voulez. Il y a 2 micros qui vont circuler. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est que tout était clair, comme on dit. Gauthier. Et une petite question rapide. On a tendance à observer depuis quelques années maintenant une polarisation assez importante, notamment du paysage politique français, avec des termes qui semblaient, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le sentiment que j'en ai, faire consensus, et qui deviennent des répulsifs assez violents pour une partie de la population, comme le terme d'écologie par exemple, de biodiversité. Est-ce que, dans vos points de vue, je m'adresse notamment à Antoine et à Gwenal, est-ce que vous observez un certain recul en termes d'acceptabilité au niveau des solutions fondées sur la nature ?
pas de manière très centrée sur les solutions fondées sur la nature, mais oui, le recul dont vous faites état, oui, on le sent un petit peu. Écologie égale contrainte. D'ailleurs, c'est synonyme, hein, il me semble bien, dans la langue française. Non, je rigole en disant ça, mais ouais, vous allez nous ennuyer avec vos contraintes. L'environnement, c'est des contraintes. Non, on ne parle pas de contraintes environnementales. Il faut sortir de cette sémantique-là. La sémantique a beaucoup d'importance. Et justement, tout le sujet sur lequel on vient de discuter, c'est de montrer quels étaient les apports, les services écosystémiques, ça a été, le mot a été dit, le gros mot a été dit tout à l'heure, que pouvait apporter la biodiversité, les espaces naturels dans les enjeux humains, socio-économiques de notre société actuelle en fait, et de montrer, d'inverser le paradigme et de montrer que la biodiversité a tout à nous apporter. Et quand elle sera plus là, elle est en train de se barrer, hein, la biodiversité. Enfin, c'est pas à vous que je le démontre, mais quand elle sera plus là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer encore, si on arrive encore à avoir un peu de larmes à sortir. Et donc, c'est de passer ce message-là aux aménageurs du territoire, à tous les aménageurs du territoire, hein, les services de l'État, les élus, la société civile, etc. Il ne faut pas focaliser que sur un seul de ces compartiments-là, mais de bien dire que sans la nature, nous, on n'est rien du tout. Hein. On n'est absolument rien. Mais oui, on le sent bien. Enfin, moi, en tout cas, je le sens. Ouais. Parfois, on revient un peu au Moyen-Âge sur le sujet. Ouais, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Alors, on a un peu de recul. L'Agence bretonne de la biodiversité, elle a été créée en 2020, opérationnelle en 2021. Donc, on est une structure assez jeune dans le paysage des acteurs de l'environnement en Bretagne. Par contre, c'est vrai qu'on peut voir des reculs, ou en tout cas des choses. Le climato-scepticisme ambiant sur ça, c'est assez impressionnant. Pour avoir fait quelques rencontres où on voit des sénateurs, des sénatrices qui prennent la parole pour dire des choses complètement déconnantes face à des grands chercheurs du Haut Conseil, du Conseil national sur le climat ou du Haut Conseil breton pour le climat. Donc c'est vrai qu'on se percute finalement à certains discours. Néanmoins, et je rejoins Gwenal tout à fait sur cette question, en fonction de qui on va pouvoir parler, moi je ne vais plus forcément utiliser le terme de biodiversité, je vais dire la nature, le vivant. Voilà, on essaye quand même d'avoir des approches. Alors ça marche pas forcément tout le temps, mais on voit que globalement, et ça se ressent finalement aussi, je dirais, sur les moyens qui sont alloués derrière. On voit dans différents dispositifs, sur la question des suppressions de postes, des moyens qui sont alloués, les budgets biodiversité dans les régions, dans les départements, dans pas mal de choses. Finalement, on voit qu'il y a quand même un recul sur la question des financements. Donc ça, c'est déjà assez problématique. Et moi, il y a un schéma, peut-être que vous l'avez peut-être déjà vu, c'est que je montre quasiment à toutes mes interventions. C'est la question, on a une espèce de petite ville et puis on a 4 vagues successives de plus en plus hautes. Et la première, c'est le Covid-19. La deuxième, c'est la récession. Après, c'est le changement climatique. Et le dernier, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et je montre ce schéma et c'est très parlant, ça marque assez les esprits à chaque fois, pour cette question d'expliquer que, en fait, si on dégrade notre environnement, l'humanité ne sert à rien. Voilà. On n'existe plus, quoi. Et c'est vraiment ce rôle qui est essentiel à faire comprendre. C'est assez compliqué, du coup, de pouvoir dire, ouais, mais mes enjeux économiques, oui, mais tes enjeux économiques, ils se basent sur tes ressources, des ressources de ton territoire, tes ressources naturelles. S'il n'y a plus de nature, tu n'as plus de ressources. Et donc, bon courage pour manger des billets de banque, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est pas très beau, mais voilà. Donc il y a quand même, ouais, effectivement, je pense qu'on peut pas aujourd'hui passer outre ce climat ambiant de polarisation, ou en tout cas de recul un peu, et on voit sur différentes les politiques aujourd'hui. Nous, on a attendu pendant des mois, dans le cadre du Life Artisan, le plan national d'adaptation au changement climatique qui devait sortir déjà début 2023, qui vient de sortir actuellement, qui a été détricoté partout. Donc on voit que des fois, on perd du recul. En fait, on avait gagné plein d'avancées sur la question de l'écologie et sur la question du vivant. On perd beaucoup, on prend du retard, comme tu le disais, hein, effectivement. On va mettre des priorités sur d'autres sujets, et donc nos sujets, finalement, on a un peu plus de recul. Je ne pensais pas finir sur un truc totalement dépressif, mais non, on continue, et là, le but des solutions fondées sur la nature, on donne quand même
ce que je disais, hein, c'est sémantique, on parle de solutions. Et voilà, on n'arrive pas avec des problèmes, les écolos, la biodive, voilà, c'est toujours mauvais ce qui vous arrive. Là, on est sur vraiment les solutions. Et donc, je pense qu'on a eu quand même ce discours ce soir de pouvoir mettre en avant que, voilà, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui bougent. Et du coup, il faut le donner à voir, hein, pour suivre sur ces questions. Donc, vive les solutions fondées sur la nature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, ce sera sur ces paroles qu'on va conclure la table ronde. En tout cas, on vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir. On remercie aussi nos 4 intervenants. Certains sont venus d'assez loin et donc c'est vraiment, on est vraiment très heureux d'avoir pu compter sur leur présence ce soir. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc, comme nous vous l'avons présenté en introduction, cette table ronde était la 3e du cycle d'échange sur le littoral. La dernière table ronde sera organisée lundi prochain, donc à l'ADES, c'est dans le quartier Saint-Marc à Brest, et elle portera sur les tiers-lieux littoraux. Donc voilà, elle sera organisée donc, par un autre groupe d'étudiants du Master EGEL à partir de 18h30. Donc voilà, nous vous y attendons nombreuses et nombreux. Voilà. Et donc si certains ont un peu soif ou un peu faim, le pot sera organisé dans le couloir. Donc voilà, on vous y attend aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.